Salut à tous, c'est Mickaël, ou aussi communément appelé Plugin. Je vous fais une petite vidéo pas très travaillée, pas très montée. Je suis en plein milieu de New York, comme vous pouvez le voir avec l'Empire State Building derrière. J'ai testé le Vision Pro. Je l'ai testé hier sur une journée de pluie absolument chaotique. Je souhaitais échapper la réalité de la flotte. Et donc j'ai booké une démo dans l'Apple Store de l'Upper West Side pour tester le Vision Pro pendant environ 30 minutes. J'ai donné un mini ressenti sous la pluie en ressortant, mais je me suis posé ici dans ce parc qui est au niveau de Flatiron, la tour que vous voyez là qui est courbée, pour vous parler un tout petit peu plus de mon ressenti, de qu'est-ce que ça fait d'utiliser ce casque. Alors, petit disclaimer, j'ai jamais utilisé de casque VR avant, autrement que le casque, je crois que c'était un MetaQuest 2, si je dis pas de bêtises, et je l'ai utilisé pendant 1 heure. Donc j'ai très peu d'expérience avec les casques VR, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que j'ai pas de benchmark, j'ai pas de comparatif, je vais juste parler de mon expérience avec ce casque-là, sans le mettre en relation avec un autre. Je vais être très transparent et je vais évidemment pas... Je vais faire preuve d'aucune indulgence concernant la technologie elle-même et juste parler de l'expérience telle que je l'ai vécue avec la preuve brute des réalités possibles. Donc ça commence avec, du coup on s'installe, si vous vous posez la question comment ça se passe une démo, vous la bookez en ligne. Dans mon Apple Store, il y avait une personne qui faisait la démo en même temps que moi, mais du coup, comme il n'y a pas énormément de place, je crois qu'il y a 4 personnes en même temps qui peuvent faire la démo dans cet Apple Store là. Donc il faut réserver pour éviter une situation d'affluence. Dans mon cas, ce n'était pas le cas. Vous arrivez, vous avez un pass dans votre wallet avec un QR code qui vous permet de prouver que vous avez bien booké la démo à cet endroit-là. Vous vous faites accueillir du coup par l'Apple Store qui vous demande de vous placer sur une table à côté duquel vous pouvez voir déjà le Vision Pro de l'extérieur. Vous pouvez l'analyser. Donc déjà là, j'ai un petit peu regardé à quoi ça ressemblait. On ne peut pas le toucher, mais on peut le voir en fait assez près. Et un des premiers trucs que j'ai remarqué, c'est du coup l'écran qui est sur la façade extérieure est assez limité en termes d'angle de vision. Il a un angle de vision très mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, la couleur là, que vous voyez sur toutes les images, vous voyez des couleurs un peu bleu, rouge, clignotées devant. Si vous vous mettez un peu de côté par rapport au casque, vous allez voir que votre côté à vous. Donc si vous mettez vers la droite, vous allez voir que la droite et vous voyez qu'il y a du noir sur le reste du casque parce que vous devez le regarder vraiment en face pour le voir. Et en fait, c'est parce qu'il y a une espèce de tentative de reflet. Je n'ai pas pu vérifier par moi-même si ça marchait ou pas. J'ai pas testé Persona dans le cadre de ma démo. C'était un des trucs que je voulais tester, mais on peut pas. Donc juste basé sur les couleurs, il y a effectivement une certaine notion de reflet. On a l'impression que les couleurs sont plus en retrait dans l'écran. Avec justement, si vous avez vu des vidéos d'unboxing, de teardown, vous avez pu voir comment ça fonctionne. Par contre, l'écran est de résolution terrible. Mais quand j'ai dit terrible, c'est que là, c'est même pas qu'on voit des pixels. On voit des blocs qui sont des pixels en fait. Donc c'est une très très mauvaise résolution de près. Et même de loin, on le voit quand même un petit peu. Enfin, je veux dire, il faut vraiment s'éloigner beaucoup pour voir un écran fluide. Donc les pixels se voient à peu près, je dirais, 60 cm de distance. Si vous êtes à moins de 60 cm, vous voyez les pixels. Et si vous êtes à plus, c'est déjà moins évident. Donc les pixels sont très visibles dessus, sur l'écran extérieur. Ensuite, on vous appelle et on vous demande de vous installer. On vous prend votre visage en scan, un peu comme Face ID, mais cette fois-ci, c'est que 4 directions. Haut, bas, gauche, droite. On ne vous demande pas de tourner la tête. Pareil, il faut le faire 2 fois comme avec Face ID. J'ai voulu le faire avec mon téléphone, mais j'ai eu un bug. Donc normalement, c'est votre téléphone. Vous prenez l'application App Store. Il y a un QR code à scanner et vous pouvez le faire. Sauf que moi, ça n'a pas marché. Du coup, l'Apple Store, enfin l'employé de l'Apple Store m'a prêté un téléphone de l'Apple Store pour pouvoir le faire. Et une fois que c'est fait, vous attendez 5 minutes, le temps qu'on vous ramène un masque, enfin le casque Apple Vision Pro avec les bonnes dimensions pour votre tête. On vous explique, on vous pose la question en attendant, qu'est-ce que vous savez du Vision Pro, est-ce que vous êtes impatient de le tester. Il y a beaucoup de questions pour savoir en fait si vous comptez l'acheter ou pas, tout le long de la démo et même après. Je me suis posé la question justement combien ils en vendaient dans l'Apple Store parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et il y avait encore moins de monde pour la démo. J'étais un petit peu tout seul avec la personne à un moment qui était en face de moi qui le faisait aussi.
Et donc finalement le casque arrive, il a déjà une batterie chargée. Donc j'ai posé la question, est-ce que je peux porter la batterie? C'est lourd, c'est l'équivalent de prendre entre 2 et 3 iPhones dans votre main en termes de poids. Et la batterie est bien plus grande qu'un iPhone normal. Elle fait peut-être un iPhone et demi de largeur, de longueur. Bon, le côté le plus long est à un iPhone et demi, le côté le plus large est à environ un iPhone. Ouais, ici on mesure en iPhone parce que entre les pouces, les centimètres et je sais pas quoi encore, je me suis perdu et j'ai plus les dimensions en tête. Donc je vous donne à peu près un ressenti. C'est très lourd quand même, donc même en me mettant dans la poche, prenez une ceinture, ça va peser dans votre poche. Et ensuite du coup vous avez le casque, pas très lourd mais un peu difficile à prendre en main parce qu'il faut pas l'attraper par les coussins parce que c'est magnétique et que du coup il peut tomber à tout moment. Il faut vraiment l'attraper par la frame, à part si maintenant vous y allez comme un bourrin et vous mettez la main sur la vitre pour le mettre. Moi je voulais éviter de mettre la main sur la vitre, donc je le prends par le côté. C'est pas évident parce que des deux côtés vous avez un bouton pour prendre des photos et des screenshots, un bouton pour la Digital Crown, et du coup à juste le mettre sur la tête c'est un peu bizarre, on sait pas trop comment l'attraper pour ne pas mettre les mains sur l'objectif, ne pas l'attraper par derrière parce que sinon il risque de tomber par terre. Mais sinon pour le mettre c'est assez facile, vous le mettez sur votre tête, vous devez le garder en fait pour éviter qu'il tombe tout de suite sur votre nez, le garder à la bonne hauteur et ensuite le serrer de ce côté là en fait. Vous le serrez jusqu'à ce que vous sentez que c'est suffisamment serré et que vous pouvez le lâcher. Pendant que vous le serrez, vous sentez quand même un certain poids, à la fois sur votre nez, à la fois ici sur le front et à la fois sur tout l'arrière de la tête avec l'arceau qui serre. Et si vous le desserrez un peu, il va retomber de plus sur votre nez. Donc il faut le serrer quand même assez fermement pour qu'il tienne à la hauteur souhaitée. Dès que vous le mettez sur la tête, vous voyez à travers. Et à la seconde où vous l'avez, vous vous rendez compte immédiatement que vous regardez une caméra. Enfin, que vous regardez au travers d'une caméra. Donc j'ai eu un certain... je sais pas comment expliquer, j'étais un tout petit peu déçu, mais en même temps c'est normal. C'est une caméra et c'est un écran. À quoi fallait-il s'attendre? Je m'attendais à un truc qui soit un tout petit peu plus... Enfin, certes, on voit pas les pixels, mais on les voit un petit peu quand même parce qu'on voit du bruit. On voit le bruit de la caméra, même si l'Apple Store était assez clair. J'y suis allé avec des mauvaises conditions de temps. L'extérieur, il faisait nuit, donc il n'y avait évidemment pas de soleil à l'intérieur de l'Apple Store. Et on voit vraiment du bruit sur toute l'image. Donc, on voit tout de suite qu'on voit à travers une caméra. Néanmoins, la qualité est bonne. Et le temps de latence, très très bien. Je dirais juste le seul point. Soi-disant, il y a 12 millisecondes de latence entre ce que vous voyez et entre ce qui se passe et ce que vous voyez à l'écran. Je veux bien croire ce chiffre, j'ai aucun moyen de le vérifier parce que 12 millièmes de seconde, c'est beaucoup trop faible pour le vérifier manuellement. Par contre, il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos YouTube du Vision Pro, de ce que ça donne à l'intérieur. En fait, le Vision Pro, pour éviter de prendre trop de traitement, va mettre la mise au point au même endroit que vous regardez. C'est-à-dire que toute la zone autour de ce que vous ne regardez pas directement va être floue dans le Vision Pro pour éviter de prendre du traitement pour rien. Ce qui est une bonne chose. Le seul point que j'ai noté, c'est que si vous très rapidement bougez les yeux, vous allez en fait, votre œil va pendant une très très courte période passer dans la zone qui est floue avant que le Vision Pro refasse la mise au point à l'endroit que vous regardez. J'ai trouvé ça assez perturbant et je ne me suis pas habitué à ça pendant la démo. C'est-à-dire que si je devais très rapidement, si vous bougez que la tête sans bouger les yeux, ça va. Mais si vous bougez les yeux tout seul, sans bouger la tête, il y a une fraction de seconde, peut-être même 12 millièmes de seconde, je ne saurais pas dire, mais il y a une fraction de seconde où vous voyez flou et il faut attendre que le Vision Pro mette la mise au point là où vous regardez. J'ai trouvé ça quand même assez gênant et ça rappelle une fois de plus que vous regardez au travers d'une caméra. Autre point qui rappelle brutalement que vous regardez une caméra, j'ai reçu un SMS pendant que j'avais le casque sur la tête, je voulais vérifier si c'était pas important, j'ai pris mon téléphone, très difficile de lire quoi que ce soit, l'heure pas de problème, j'arrive à la lire, mais c'est flou. Par contre les textes, les notifications, les messages, très très difficile, même en reculant le téléphone le plus loin possible. Ce sont des caméras qui sont conçues pour voir loin, pas pour voir proche. Et donc c'est assez dérangeant. Petit fun fact pour info, j'avais une fenêtre en fait devant mes yeux et du coup lorsque vous prenez votre téléphone en main,
et que vous avez une fenêtre du Vision Pro par-dessus, vous voyez votre main par-dessus la fenêtre. Par contre, votre téléphone est totalement invisible. Il y a juste votre main et le téléphone n'est pas là. Et mon cerveau a mis un petit laps de temps à comprendre pourquoi je ne voyais pas mon téléphone. Parce que du coup, la fenêtre du Vision Pro, la fenêtre que j'avais en cours, c'était Safari, je crois, était par-dessus mon téléphone complètement. Il n'y a pas de transparence. Du coup, je voyais même pas que j'avais mon téléphone dans la main, mais je voyais ma main devant mes yeux. C'était un peu perturbant. Ça peut être corrigé, j'imagine, avec une mise à jour logicielle pour que lorsqu'on porte un objet dans sa main, on puisse le voir aussi. En attendant, c'est pas le cas. On voit que la main, on voit pas le reste. La démo s'est passée ensuite de la manière suivante. On m'a demandé de faire la calibration du coup des yeux. Donc pour ça, il y a 6 points ou 8 qui s'affichent à l'écran. Il suffit de les regarder et de pincer. On vous explique les gestes aussi avant pour cliquer. Ça marche très très bien. Globalement, ça marche très bien. Il n'y a pas une fois où j'ai cliqué à côté par hasard. Sauf il y a des fois où j'ai trouvé ça un tout petit peu perturbant, mais je pense qu'on peut s'y habituer. Il y a des fois où on veut faire une action. Du coup, on regarde quelque part et on oublie que le fait de regarder quelque part, ça peut déclencher du coup quelque chose si on fait ça. Concrètement, j'avais ouvert une vidéo YouTube dans Safari avec la démo et donc on m'avait demandé de scroller vers le bas. Donc le geste est très simple, hein, vous pincez, vous glissez vers le haut pour scroller vers le bas, comme sur l'iPhone. Vous scrollez comme ça, mais du coup vous pincez, vous glissez votre main vers le haut. Ce geste-là, c'est pas un problème. Le seul truc, c'est que du coup, je regardais par hasard le bouton dislike d'un commentaire à ce moment-là. Et du coup, lorsque vous le regardez, ça le présélectionne. C'est comme quand vous placez le curseur dessus. Et donc, j'avais un tout petit peu peur qu'au moment où je fasse ce geste-là, j'actionne accidentellement le bouton dislike. C'est pas le cas, mais ça m'a mis un tout petit doute sur est-ce que je devrais regarder ailleurs avant de cliquer. Donc, c'est qu'une histoire d'habitude, à mon avis, ça on s'y fait. Le seul point, c'est qu'il y a de temps en temps des bugs logiciels qui font que j'avais beau regarder là où je voulais, ça reconnaissait rien. Et en fait, lorsque ça fait ça, il faut taper une fois dans le vide. Mais c'est très bizarre parce que depuis le début, on vous explique qu'il faut cliquer quelque part. Là, on vous dit qu'il faut regarder n'importe où, c'est pas important, et taper une fois dans les doigts pour faire réapparaître l'interface qui permet de contrôler derrière avec le regard les éléments de l'interface. J'ai trouvé ça assez perturbant. Je m'attendais à ce qu'en regardant vers l'interface, par exemple la barre de lecture d'une vidéo qui disparaît quand la vidéo lit, je m'attendais à ce qu'en regardant vers la zone de la barre de lecture, elle réapparaisse. C'est pas le cas, il faut taper les mains une fois et ensuite elle va réapparaître. Et là, vous pouvez regarder par exemple le bouton pause ou regarder la barre de lecture pour bouger la barre de lecture de gauche à droite. Donc ça, c'est du logiciel. Donc après avoir regardé des photos et des vidéos et des photos panoramiques, et d'avoir du coup bougé des fenêtres, agrandir, etc. Je vais dire un mot sur la taille des fenêtres. Je m'attendais à ce qu'elles soient plus grandes. Alors ça va faire bizarre parce que la fenêtre est très grande en fait. La fenêtre est vraiment très très grande. Elle fait tout le toit si on veut de l'Apple Store. Je ne sais pas comment expliquer à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à ce que la fenêtre soit tellement grande que pour regarder ce qui est dessus, il faille bouger la tête de gauche à droite. Voilà, je m'attendais à ce genre de grandeur. En tout cas, je m'attendais à la possibilité d'avoir ce genre de grandeur. Et c'est pas le cas. La taille des fenêtres est limitée à chaque fois. Et elle se limite au grand maximum à bien à l'intérieur du champ de vision. Et du coup, vous avez l'impression que vous pouvez l'agrandir encore plus parce que vous voyez encore un peu des bords à gauche, à droite, en haut de l'Apple Store. Vous ne pouvez pas mettre une application qui n'est pas immersive en mode immersif. Vous ne pouvez pas agrandir la fenêtre de Safari au point que vous ne voyez que la fenêtre de Safari. Alors, c'est pas forcément un cas d'usage que j'utiliserai, c'est juste que je m'attendais à ce que ce soit techniquement possible, d'avoir la fenêtre le plus grand possible. Par contre, vous vous rendez compte de la grandeur de la fenêtre avec la résolution de ce qui est dedans, c'est-à-dire que tout le texte devient très petit. La vidéo YouTube, elle prend une toute petite partie de la page par rapport au reste qui est très très blanc, etc. Donc vous avez bien compris que vous avez agrandi la fenêtre, mais vous vous attendez à plus grand et pas forcément une résolution plus faible. C'est-à-dire la même fenêtre, mais juste en plus grand, avec du texte plus grand, la vidéo qui prend plus de place, les commentaires qui sont plus grands. Mais non, en fait, ce que ça fait, c'est que ça agrandit la fenêtre, mais la résolution, ça change la résolution avec. Du coup, le texte fait à peu près la même taille à chaque fois lorsque vous redimensionnez la fenêtre. C'est logique, c'est comme ça que ça marche aussi sur un ordinateur, mais vu que c'est un ordinateur spatial, je m'attendais à ce qu'on puisse en même temps rapprocher la fenêtre de soi ou la reculer pour la voir en plus grand.
C'est possible, mais jusqu'à une certaine limite, et je trouve cette limite un peu restrictive par rapport à une expérience potentiellement immersive d'une vidéo YouTube. On ne pourra pas mettre une vidéo YouTube, en tout cas pas dans l'immédiat, de manière immersive. Ensuite, j'ai testé les films sur Apple TV+. Donc c'est des tout petits films, c'est des films de 3 minutes, mais c'est des extraits de films. Donc j'ai eu Avatar, et j'ai eu un film qui est fait par Apple pour promouvoir l'utilisation en panoramique. Donc en ce qui concerne Avatar, vous avez le film qui est devant vous et vous pouvez vous mettre en mode cinéma. Et lorsque vous faites ça, vous tournez le Digital Chrome qui est à la gauche ou à la droite, je sais plus, à la droite, et tout l'environnement qui est autour de vous disparaît pour devenir du noir, pur et simple. Tout est noir autour de vous. Et si jamais quelqu'un vous parle, vous voyez, c'est un peu creepy parfois, vous voyez juste un léger assombrissement de l'image pour voir juste passer de la tête, juste assez pour voir qu'il y a une tête, mais vous ne reconnaissez pas trop les détails de la tête. Donc vous pouvez faire des screamers avec l'Apple Vision Pro si vous vous y prenez correctement et que quelqu'un est dans un environnement complètement isolé, noir. Par contre, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que du coup, je m'attendais à plus de perspective sur la 3D, plus de profondeur surtout. Donc lorsque je me suis mis en mode cinéma avec rien autour de moi, je pouvais mettre la fenêtre en très grand, et effectivement elle est très grande, mais vous avez en parallèle l'impression qu'elle est juste devant vous. Et en fait, j'ai trouvé ça pas très plaisant du coup à regarder, parce que j'étais content de la taille de l'image, mais j'étais pas content de la focale. Et là, je parle uniquement de l'optique des yeux. J'étais pas content de la focale, j'avais l'impression d'être trop proche de l'écran. Et ça, bizarrement, ça s'améliore lorsqu'on la recule, mais lorsqu'on la recule, ça devient très petit. Pour schématiser un petit peu, c'est comme si vous vous asseyez devant la toute première place, la première rangée sur le cinéma, au milieu, et que vous pouviez, à partir de là, agrandir ou réduire l'écran, mais il va rester à la même distance. Alors que la meilleure place au cinéma, généralement, c'est celle du milieu de la salle, à la fois en termes évidemment de largeur, mais aussi en termes de longueur. Et j'avais juste jamais l'impression, peu importe comment je redimensionnais ou plaçais ma fenêtre, d'être au milieu du cinéma, j'avais toujours l'impression d'être devant, trop proche de l'écran. Une fois trop proche, parce que l'écran est effectivement très très grand et il paraît être là, quoi. Et quand on le met en plus petit, on aimerait qu'il soit plus grand, mais d'une certaine manière plus loin. Je sais pas, j'en demande peut-être beaucoup. Il faut pas oublier que c'est des lunettes qu'on porte sur la tête, donc évidemment que l'écran est physiquement à quelques centimètres de ses yeux, c'est le cas. Mais je sais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un tour d'optique pour que d'une manière ou d'une autre, on ait l'impression de mettre sa focale loin, mais c'est pas le cas. À chaque fois, on a sa focale proche, on regarde proche, et du coup, je sais pas, par exemple, si vous avez une myopie, par exemple, si vous avez une myopie très forte, par exemple, vous allez quand même voir au loin très bien, parce que c'est un écran qui est là, et il n'y a pas d'effet d'optique à l'intérieur du casque, pour que si vous voyez au loin, vous voyez vraiment au loin. C'est beaucoup en demander, mais ça, au niveau des yeux, vous le sentez que vous regardez quelque chose qui est proche, même si c'est loin et même si c'est en 3D. Donc ça casse un tout petit peu le truc de réalité. Et ça fait que je ne sais pas si à la longue, ce serait très agréable de porter ça sur la tête, parce que je pense quand même, j'ai pas pu en 30 minutes évidemment le vérifier, mais je pense que ça doit au bout d'un moment fatiguer les yeux d'avoir quelque chose d'aussi proche de vos yeux. Et vous le sentez en fait que c'est proche, et vous avez vous-même envie de reculer votre tête, mais l'écran vous suit en fait, puisque vous avez ça sur la tête, bien évidemment. Et ensuite, donc ça c'est mon truc, et du coup j'avais trouvé, moi pour ceux qui ne savent pas, j'ai un projecteur chez moi, projecteur HD tout à fait normal, ordinaire, et je regarde du coup les films projetés sur un mur blanc, projecteur est accroché au plafond, et j'ai l'impression, sans parler du fait que je suis tout seul à regarder un film dans le Vision Pro, alors que sur un projecteur je peux inviter 15-20 personnes, ça dépend un peu de comment on se pose, avec des chaises, des canapés, des bouffes, bref, ça, the sky is the limit, mais ça dépend de la taille de la pièce. Sans même parler de ça, j'ai l'impression que le projecteur est juste d'un meilleur confort visuel, parce que il est à la bonne distance, il est loin et il est grand. Et j'ai l'impression que du coup c'est moins confortable de regarder un film dans le Vision Pro avec ça, parce qu'on a vraiment l'impression de regarder un écran qui est à côté. Par contre, c'est pas vrai sur un détail, c'est les films immersifs, les films en panoramique 180 degrés. Donc pour l'instant il n'y en a aucun qui est véritablement un film de production qui est tourné dans ces conditions. En revanche, Apple a un film de 3 minutes qui permet de démontrer la fonctionnalité avec plein de scènes différentes qui passent.
Et là, c'est l'inverse. Ça gêne pas du tout de regarder quelque chose qui est à côté parce que là, vous avez vraiment l'impression d'être dans la scène. Ce sont des films qui sont faits avec de la 3D de proximité. C'est-à-dire que si quelqu'un va souffler un gâteau d'anniversaire, vous avez vraiment l'impression de pouvoir toucher le gâteau à cette distance-là. Voilà. C'est très proche et du coup, vous oubliez que vous avez le truc devant les yeux, en fait, et vous avez vraiment l'impression que vous pouvez interagir avec les objets autour de vous. C'est super pour de la réalité 3D, etc., augmentée, qui est proche de vous. C'est beaucoup moins bien pour quelque chose qui est censé être loin, comme un écran de cinéma. Donc pour regarder un film ordinaire, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Pour regarder un film immersif où vous êtes à l'intérieur de la scène et vous pouvez regarder tout autour de vous ce qui se passe en haut, en bas, etc., exceptionnel, dinguerie, formidable, c'est génial. Par contre, c'est génial, mais si c'est la seule utilité, ça veut dire que vous allez payer 3500 $ pour un appareil qui ne sert que à regarder des films immersifs, finalement. Il y a plusieurs trucs que je voulais tester. Je voulais tester Persona, je voulais tester FaceTime, je voulais tester, bien sûr, l'écran de MacBook connecté dessus, parce que ça, c'est un des trucs qui pourrait beaucoup m'intéresser, avoir un écran d'ordinateur gigantesque. Peut-être trop proche de mes yeux, mais peut-être c'est pas mal parce que du coup on peut voir tous les petits textes, les lignes de code, etc. lorsqu'on fait du code, comme c'est mon cas. J'ai pas pu tester ces usages-là parce qu'ils sont pas couverts par la preview. L'appareil qu'on vous donne est limité, vous pouvez pas non plus cliquer sur tout et n'importe quoi. Il est évidemment sur Vision OS, mais certaines fonctionnalités ont été désactivées pour que la démo, vous puissiez suivre de A à Z le parcours que Apple veut vous faire suivre pour expérimenter ce casque. Donc il y a pas mal de choses que j'ai pas testées. Néanmoins, sur les 30 premières minutes, je dirais c'est une bonne expérience. Néanmoins, la réalité augmentée reste à désirer. Ça se voit que c'est un peu un... Globalement, j'avais l'impression que c'était un prototype, une approche assez bien travaillée, mais pas finie. Et du coup, je ne vois pas vraiment comment justifier de payer au-delà du fait est-ce que ça vaut ou pas 3500. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait intérêt à payer 3500 $ pour avoir un cinéma immersif sur la tête, sachant qu'il n'y a même aucun film immersif qui est disponible. Il y a des films 3D qui sont disponibles, bien sûr, mais même la 3D, je l'ai trouvé assez faible. Par exemple, j'ai regardé Avatar, c'était un film en 3D. La 3D était finalement assez faible. Elle est bien là, hein, mais elle est assez faible. On s'en rend compte que c'est de la 3D seulement quand il y a quelque chose qui passe, et c'est plus faible un petit peu, je trouve, qu'au cinéma. Je trouve qu'au cinéma, l'effet 3D est plus présent. Est-ce que c'est lié à la distance de l'écran? Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais trouvé la 3D pas si bluffante que ça, et plus gadget quand même, un petit peu comme la Nintendo 3DS, où on peut parfaitement s'en servir sans activer la 3D. C'est un gadget. Et les seules expériences qui sont vraiment bluffantes avec la 3D sont les expériences de proximité. Ce qui se passe volontairement juste à côté de vos yeux. Ce qui fait que du coup, vous oubliez que vous regardez un écran qui est à 2 cm de vos yeux. Parce que vous n'êtes pas en train de regarder l'écran. Vous êtes en train de regarder ce qu'il y a sur l'écran à 20 cm de vos yeux. Mais ça paraît être à 20 cm de vos yeux. Du coup, votre cerveau, il apprécie beaucoup plus regarder ce truc-là. Ça dérange beaucoup moins, même les yeux, de regarder un objet qui se trouve aussi proche justement de vos yeux dans l'image. C'est cohérent, la distance de focale est cohérente et du coup je pense que ça fatigue un peu moins les yeux et que c'est plus agréable à regarder. Ça c'était grosso modo pour les retours que je voulais vous faire par rapport à ce Vision Pro. Intéressant, j'ai malheureusement pas pu tout tester, mais bon, pour ceux qui se posent la question, déjà je n'ai pas les fonds pour acquérir ce Vision Pro actuellement, et même si j'avais les fonds, je pense que j'aurais quand même passé mon tour et éventuellement attendu la génération d'après. Ceci étant dit, je dois dire, mais ça c'est mon avis personnel, même la génération d'après, même en admettant qu'elle soit à moins de 1000 $, je suis toujours pas sûr que je l'achèterai parce que ultimement, dans l'usage que j'ai testé, dans la démonstration qu'on m'a fait, c'est rien d'autre qu'un cinéma, alors que mon projecteur à 200 balles me donne une qualité d'image que je juge meilleure, à l'exception des films immersifs. Voilà. Si vous étiez curieux de ce que je pense de ce Vision Pro, ça vous donne du coup une overview de ce que j'ai pu tester. Et j'aimerais juste parler d'un dernier détail. J'ai pu du coup à la toute fin ranger ce casque moi-même, du coup, donc le desserrer, l'enlever, finir, remettre la housse de protection dessus. J'ai pu voir notamment la pochette de transport qui est vendue, je ne sais plus, entre 200 et 300 $ avec, je ne sais plus le montant. Elle est absolument énorme. C'est à peu près fidèle à ce que vous voyez dans les vidéos de review, etc. Mais c'est absolument pas pratique pour le transporter dans un sac ou quelque chose comme ça. Donc vous avez vraiment
un objet qui est beaucoup moins pratique à transporter qu'un ordinateur portable, qu'une tablette ou qu'un téléphone. Sachant que c'est quelque chose qui est censé remplacer les trois. Mais remplacer les trois, pour l'instant, ce n'est pas du tout compact en termes d'utilisation. Vous avez quand même quelque chose qui pèse lourd au total, parce que si vous incluez la batterie, le casque et l'étui de transport, vous avez quelque chose qui pèse le même poids qu'un ordinateur portable. Mais par contre, la hauteur du truc, je ne peux même pas la prendre à une main, je ne peux même pas l'attraper avec mes doigts à une main, je ne peux pas l'envelopper, c'est plus grand que ma main. Il faut deux mains obligatoirement, l'attraper par en dessous et stabiliser, mettons, avec le pouce. C'est très très grand comme format. Ça fait à peu près, je pense, 40 cm. J'ai pas en tête les dimensions. Les vraies dimensions vous diront exactement comment ça fait. Mais en ressenti, ça fait 40 cm de hauteur, 25 de largeur, 20 de hauteur. Peut-être 15. Mais c'est globalement très très encombrant et pas du tout pratique à transporter. Alors je sais qu'il existe des étuis alternatifs. Néanmoins, celui-là qui est proposé est très lourd et en fait est très encombrant. Et même les étuis alternatifs, du coup, j'imagine bien à quoi ça va ressembler. Je vois le casque lui-même. J'ai vu des gens commenter qu'il était plus petit que ce qu'ils pensaient. Et en fait, j'ai pas trouvé qu'il était plus petit que ce que j'imaginais. J'ai trouvé qu'il était assez fidèle avec les images que j'ai vues. J'ai pas été étonné de la taille. J'avais l'impression de déjà l'avoir vu dans ces dimensions-là. Et du coup, pour ceux qui n'avaient toujours pas, pour ceux qui se posent la question pour être sûr, j'ai testé celui qui est uniquement la solo bande derrière, donc pas la version du casque qui a une bande qui passe au-dessus de la tête. C'était tout pour cette vidéo pas du tout montée, avec des répétitions et des ambulances qui passent derrière. Ça vous donne du coup un bref retour de mon avis et sur est-ce que vous devriez l'acheter. Pour moi, non, même si c'est un produit intéressant. J'ai l'impression que c'est plus le genre de produit où le temps passé à l'utiliser ne rentabilisera jamais les 3 500 $ qui ont été nécessaires pour l'acquérir avant taxe. C'est-à-dire que comme vous allez vous en servir que pour regarder des films, et qu'en plus l'autonomie de la batterie dure 2 heures maximum, donc même regarder des films en déplacement, c'est pas évident. Vous allez passer en fait très peu de temps avec ce Vision Pro et vous allez généralement, je pense, préférer travailler avec les outils que vous connaissez déjà, votre téléphone, sans le Vision Pro, parce que c'est impossible de lire quoi que ce soit qu'il y a sur le téléphone, jusqu'au moment où il y a peut-être un truc logiciel qui fera mirrorer l'écran du téléphone à l'intérieur du Vision Pro. Ça peut-être, c'est des améliorations qui sont à explorer pour améliorer la qualité de la réalité augmentée, mais malgré, en fait, avec toutes les améliorations qu'on peut apporter, c'est un casque de réalité augmentée, de bonne qualité, mais ça reste un casque de réalité augmentée. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne se balade dans la rue avec un MetaQuest 3 ou un MetaQuest Pro. Personne ne se baladerait dans la rue avec un Apple Vision Pro.